Bonjour aux auditeurs du Collège du Temps Retrouvé d'Aubonne. Je devais venir vous voir au mois de novembre pour vous parler de la Catalogne. Et puis bon, ça ne s'est pas fait pour les raisons que vous savez. On m'a proposé de faire malgré tout cette conférence sur Internet et me voici. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de la Catalogne, on pense surtout à la revendication de l'indépendance telle qu'elle s'est exprimée ces dernières années. Et il faut avouer que cela nous a un peu surpris. Alors, évidemment, on savait qu'il y avait un problème d'unité en Espagne, mais on le situait plutôt du côté du Pays Basque, où ce problème s'est manifesté de façon violente ces dernières décennies. Par contre, que le particularisme catalan qui existe puisse déboucher sur cette revendication de l'indépendance, on ne s'y attendait pas trop. Et pourtant, cela s'est fait, et cela s'est fait avec une force incontestable. Ça s'est fait d'abord à travers des manifestations de masse. Nous avons ici une photo d'une manifestation à Barcelone, une manifestation pour l'indépendance à l'occasion de la Diada, c'est-à-dire le jour de la fête nationale de la Catalogne. On voit qu'il y a du monde. Les organisateurs ont revendiqué 1 million de participants, c'est sans doute un peu exagéré, mais enfin manifestement il y avait beaucoup de monde. Et on voit aussi que c'est très organisé. Les manifestants portent des t-shirts, des chemises rouges ou jaunes, et défilent en rang pour dessiner sur l'avenue le drapeau de la Catalogne. Sur la page de garde, j'ai montré 3 drapeaux. Alors, vous avez à gauche le drapeau classique de la Catalogne, à droite un autre drapeau, qui est celui de l'indépendance de la Catalogne. Et puis en dessous, le drapeau de l'Espagne. Donc, des manifestations de masse. La revendication de l'indépendance s'est exprimée aussi à travers les élections. Si l'on prend les dernières élections législatives qui se soient déroulées, je dirais, dans des conditions de calme avant les remous de ces dernières années, ce sont celles de 2015. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Presque 48% des voix en faveur des partis clairement favorables à l'indépendance, presque 40% des voix pour les partis clairement hostiles à l'indépendance, clairement unionistes, et puis 12 ou 13% pour des partis dont la position là-dessus était un petit peu hésitante. Donc, dans les urnes, pas de majorité absolue pour l'indépendance pour le moment, mais en tout cas un très très fort mouvement. Alors, cette question est d'autant plus sérieuse qu'elle ne se pose pas seulement en Espagne. Aujourd'hui, la revendication de l'indépendance de telle ou telle province, elle a atteint de nombreux pays. On la trouve en Écosse, on la trouve en Flandre belge, on la trouve dans le nord de l'Italie, on la trouve au Pays Basque espagnol, même si elle a faibli ces dernières années. On la trouve également en Corse. N'oublions pas que indépendantistes et autonomistes corses unis ont aujourd'hui la majorité à l'Assemblée régionale de Corse. Et si l'une de ces revendications aboutissait, eh bien, ça serait la remise en cause de l'un ou l'autre des plus vieux États-nations d'Europe. C'est donc une question tout à fait sérieuse. Alors, bien entendu, cette revendication de l'indépendance de la Catalogne, elle ne sort pas comme ça tout d'un coup d'un chapeau. C'est un héritage historique, c'est une conséquence d'une longue histoire. C'est Jordi Pujol qui a été pendant longtemps le président de la Généralité de Catalogne, qui avait l'habitude de déclarer « La Catalogne est un pays qui a plus de 1000 ans d'histoire ». Et c'est vrai. Et donc, c'est dans cette longue histoire qu'il faut chercher les origines de cette revendication de l'indépendance. Cependant, attention, l'interprétation de l'histoire et de ses conséquences aujourd'hui, cette interprétation est toujours sujette à caution. Alors, c'est ce que nous rappelle la deuxième photographie, avec cette banderole qui n'a pas besoin, je pense, de traduire, Contra la manipulation separatista de la historia. Cette banderole, eh bien, elle est brandie par des militants de l'Alliance nationale. Alors bon,
il se trouve que ce sont des fascistes. C'est pas moi qui les traite de fascistes, c'est eux qui disent « nous sommes les véritables héritiers du fascisme et du franquisme et nous luttons pour l'unité de l'Espagne ». Sauf que ce qu'ils disent sur cette banderole, c'est un vrai problème. On peut toujours interpréter l'histoire de différentes façons et on peut toujours la manipuler. Bon. Alors, sur cette question, moi j'annoncerai clairement mon point de vue et tout de suite, je pense que la revendication de l'indépendance de la Catalogne est un aboutissement logique de l'indépendance, de l'histoire, pardon, de la Catalogne telle qu'elle s'est déroulée depuis 1000 ans. J'ai bien dit la revendication. Est-ce que ça aboutira effectivement à l'indépendance? Je n'en sais rien. C'est un aboutissement logique, mais attention, ça n'est pas le seul aboutissement possible. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Au cours de leur histoire, les peuples, à plusieurs différents moments, se trouvent à des carrefours où différentes voies s'offrent à eux, et puis c'est eux qui vont choisir telle ou telle voie. Et c'est vrai pour les relations entre la Catalogne et l'Espagne, c'était vrai hier et ça reste vrai aujourd'hui. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Bon, moi je prendrais une comparaison très simple que tout le monde ou presque comprendra. Un couple qui commence à se quereller. Un couple qui entre en crise. Bon, d'abord, évidemment, il y a les causes à cette crise. Puis ensuite, ça va aboutir à quoi? C'est pas écrit d'avance. Toutes les hypothèses sont possibles. Si on est optimiste, on peut dire que ça peut aboutir à une réconciliation et même à une reconstruction du couple sur des bases encore plus solides. Si on est pessimiste, on pense que ça peut aboutir à un divorce extrêmement brutal et violent. Et puis entre les deux, il y a toutes les hypothèses intermédiaires qui sont possibles. Ça n'est pas écrit d'avance. Et c'est la même chose pour les relations entre la Catalogne et l'Espagne. Alors, je voudrais toujours en introduction résumer brièvement cette longue histoire de la Catalogne pour bien pointer les problèmes qu'il nous faudra expliquer. Alors, cette longue histoire de la Catalogne, on peut dire qu'elle se déroule selon 3 vagues, dont chacune dure des siècles. Et bien sûr, ces vagues se chevauchent entre elles dans le temps. C'est-à-dire qu'il serait vain de chercher la date précise à laquelle une vague se termine et une autre commence. La première vague se déroule entre le 8e et le 12e siècle à peu près, et elle voit la formation de la Catalogne. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 8e siècle, il n'y a pas de Catalogne. Elle commence à se former dans le coin, dans l'angle nord-est de la péninsule, à une époque où la péninsule est complètement dominée par la conquête arabe. Et ce coin nord-est, autour de Gérone et de Barcelone, va échapper à la conquête arabe en se plaçant sous la protection du royaume franc, pour constituer ce qu'on appelle la Marche d'Espagne, qui est le premier ancêtre de la Catalogne, parce qu'ici commence à se développer une langue romane, qui est différente du castillan, qui est plutôt proche par contre de l'occitan qui est parlé au nord des Pyrénées. Cette marche d'Espagne, elle est sous la protection, donc la domination du royaume franc, mais au fil des décennies, des siècles, elle va s'émanciper. On peut dire que vers l'an 1000, elle est complètement autonome par rapport au royaume franc, et dans les années 1100, elle s'unit à l'Aragon. Les deux États ont un seul souverain, qui est à la fois comte de Barcelone et roi d'Aragon. La deuxième étape, très longue, des années 1100 aux années 1700, elle voit la Catalogne passer de la splendeur à l'effacement, du rayonnement à la marginalisation. Splendeur et rayonnement dans les années 1100, 1200, 1300, lorsque la Catalogne représente la partie la plus dynamique et la plus prospère de la péninsule. Elle rayonne sur la péninsule, elle rayonne même au nord des Pyrénées et surtout sur la Méditerranée. La puissance maritime de Barcelone, à ce moment-là, est comparable à la puissance maritime de Venise ou de Gênes.
Mais un retournement se produit dans les années 1400-1500, lorsque d'une part l'Espagne s'unifie autour de la Castille et d'autre part, surtout, les équilibres mondiaux sont modifiés. L'Espagne devient une grande puissance en se tournant vers l'Atlantique et vers les routes maritimes atlantiques. Et dans ce cadre-là, évidemment, Barcelone, port méditerranéen, est marginalisé. Alors cette Catalogne qui va être marginalisée, dominée, elle se révolte à plusieurs reprises jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais toutes ces révoltes sont vaines. Et au début du XVIIIe, elle apparaît comme le grand vaincu de l'histoire de la péninsule. Mais l'histoire va nous servir, alors l'une des ruses dont elle a le secret, c'est-à-dire que dès le XVIIIe siècle, on voit un nouveau retournement, alors que l'Espagne, cette grande puissance, s'enfonce dans un déclin irréversible parce qu'elle a raté le train de la modernité, c'est la Catalogne qui entame la modernisation de l'Espagne en devenant la partie la plus dynamique et la plus moderne de la péninsule, et qui, à partir de ce moment-là, va hésiter entre deux attitudes. Soit servir de modèle pour toute l'Espagne, en quelque sorte prendre la tête de l'Espagne, partir à la conquête de l'Espagne, soit se considérer comme trop différente et vouloir se séparer de l'Espagne. Voilà les deux options auxquelles la Catalogne et les Catalans ont été confrontés. Et puis c'est la deuxième option, celle de la séparation, qui semble avoir le vent en poupe aujourd'hui. Voici donc comme conséquence donc de cette chronologie les 3 points que nous nous efforcerons d'éclaircir dans ce cours. D'abord, savoir d'où vient la Catalogne, comment la Catalogne est-elle passée de la splendeur à l'effacement, et enfin, comment la Catalogne est-elle passée de l'effacement à la Renaissance que nous connaissons aujourd'hui. Alors, première question que nous allons poser en examinant cette première vague de l'histoire de la Catalogne, du 8e au 12e siècle. D'où vient la Catalogne? Comment s'est formée la Catalogne? Et tout d'abord, nous présenterons ce coin nord-est de la péninsule dans lequel la Catalogne s'est formée, et nous ferons à ce sujet quelques remarques géopolitiques. La péninsule ibérique apparaît comme un quadrilatère massif, plus voué à l'unité qu'à la dispersion. On peut même s'étonner que le Portugal y ait constitué un État séparé, surtout si l'on considère que les fleuves qui traversent le Portugal ne constituent pas des frontières. Mais à y regarder de plus près, la péninsule ibérique est composée de 3 ensembles bien différents. Premièrement, une bordure atlantique de climat océanique et naturellement tournée vers le grand large. Deuxièmement, un intérieur montagneux, plus austère et continental. Et enfin, troisièmement, une bordure méditerranéenne de climat différent et naturellement tournée vers la mer intérieure. Petite remarque, le Portugal, dont nous avons déjà remarqué le cas particulier, ne correspond pas à un de ces ensembles, il est au contraire un assemblage d'une partie de chacun de ces 3 ensembles. L'histoire ne découle donc pas automatiquement de la géographie, les choses sont plus compliquées. Pour ce qui concerne la Catalogne elle-même, on peut remarquer qu'elle est à la fois un carrefour et une marge. Un carrefour entre, d'une part, la route terrestre qui va de l'Italie à l'Afrique, et l'on comprend que Rome et Carthage se soient très largement affrontés en Espagne, et d'autre part, la route maritime qui traverse la Méditerranée, qui relie l'Orient à l'Occident, route par laquelle sont venus les Grecs et les Phéniciens qui ont établi des colonies en Espagne plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
La Catalogne apparaît aussi comme une marge, occupant une position intermédiaire entre deux ensembles beaucoup plus importants qu'elle, l'ensemble ibérique et l'ensemble franc puis français. Nous verrons que cette position intermédiaire a joué un rôle essentiel dans toute l'histoire de la Catalogne. D'où vient la Catalogne? Comment s'est formée la nation catalane? En gros, on peut dire qu'elle n'existe pas jusqu'au 8e siècle de notre ère. Évidemment, de nombreux peuples se sont déjà succédés et mélangés sur ce territoire. Ibères, Celtes, Phéniciens, Grecs, Romains, Visigoths, tous ont laissé quelque chose, mais on ne peut pas dire qu'ils aient formé une entité qui soit l'ancêtre de la nation catalane. Bien sûr, les Romains ont joué un rôle particulièrement important par la romanisation de toute la péninsule, mais leur héritage, en particulier leur héritage linguistique, n'est pas limité à la Catalogne. On pourrait ajouter que si l'on regarde les découpages en provinces qui ont été faits par les Romains, ici en 150 avant Jésus-Christ, ici en 150 après Jésus-Christ, eh bien, on ne voit apparaître sur la carte aucun ancêtre de la Catalogne. La Catalogne commence à se former à la fin du 8e siècle dans la reconquête chrétienne, qui est une réaction à la conquête musulmane de la péninsule. Cette conquête musulmane a été foudroyante partout, elle l'est aussi dans la péninsule ibérique. En 711, Tariq franchit le détroit auquel il va donner son nom, et quelques années plus tard, l'essentiel de la péninsule est occupé, et les conquérants, arabes et berbères, sont au nord des Pyrénées. Mais cette conquête musulmane est en fait déjà arrivée au bout de ses possibilités, et elle ne peut pas aller plus loin. En 732, les Arabes se laissent assez facilement arrêter à Poitiers, et ils se replient au sud des Pyrénées, sauf à l'est, au bord de la Méditerranée, où ils campent toujours à Perpignan et à Narbonne. Très vite ont lieu les premiers combats de la reconquête, en particulier au nord, dans les Asturies. Quant à l'angle nord-est de la péninsule, il se détache de l'Espagne musulmane, en gros entre 775 et 800, en obtenant l'aide de Charlemagne, qui est le roi des Francs, et l'empereur à partir de 800. Cet appel à Charlemagne a été fait par des populations chrétiennes, en particulier celle de Gérone, mais aussi, paradoxalement, par certains princes musulmans révoltés contre l'émir de Cordoue. Ainsi est constituée, vers 800, la Marche d'Espagne, que l'on peut considérer comme l'ancêtre le plus lointain de la Catalogne. D'abord parce qu'il est parlé une langue romane qui est l'ancêtre du catalan, une langue romane distincte du castillan, parlée plus à l'ouest, et qui présente une certaine parenté avec l'occitan, parlé au nord des Pyrénées. Ensuite, parce que cette marche d'Espagne, en principe vassale du royaume des Francs, est en fait très périphérique et va rester très autonome, le comte de Barcelone se comportant comme un quasi-souverain. Le comté est héréditaire à partir de Guifred le Velu, à la fin du IXe siècle, et la légende, autant que l'histoire, voit en lui le premier souverain de la Catalogne. Le patriotisme catalan a inventé une jolie légende pour faire remonter le drapeau de la Catalogne à Guifred le Velu. Bon. Guifred le Velu, donc premier comte souverain de Barcelone, a été mortellement blessé au combat en 897, ça c'est historique, et la légende veut que sur son lit de mort, il ait reçu la visite du roi des Francs, Charles le Chauve, qui était son suzerain en quelque sorte, et Charles le Chauve, pour lui montrer son admiration, lui a remis un blason
en lui disant, eh bien, voilà ce que sera maintenant ton blason. Et Charles de Chauve aurait plongé ses doigts dans le sang de Guifred le Velu, et avec ses 4 doigts, donc, aurait fait ces 4 traits rouges sur le blason jaune de Guifred le Velu. Donc, ce serait devenu le blason des comtes de Barcelone et à la suite de cela, donc, le drapeau de la Catalogne. Alors, bien entendu, c'est une légende. Bien entendu, elle est beaucoup plus tardive. La légende elle-même date du XVIe siècle. Et le tableau qui est ici, qui illustre cet épisode légendaire, il date, lui, de la fin du XIXe siècle, au moment où le nationalisme catalan réécrit son histoire en l'enjolivant, et non seulement la réécrit, mais l'illustre avec ce genre de tableau. L'autonomie de la Catalogne est confirmée, toujours dans les combats de la Reconquête, au tournant du 9e, 10e siècle. D'une part, en France, la dynastie a changé. Ce sont les Capétiens à partir de 987. D'autre part, la Catalogne subit une contre-offensive musulmane dirigée par Al-Mansour. Contre-offensive tous azimuts, Barcelone a même été prise et pillée en 985. Le roi de France fait dépendre son aide d'une déclaration de vassalité de la Catalogne. Le comte de Barcelone ne répond pas et c'est sans aide extérieure que les Catalans vont repousser l'offensive Maure et même s'emparer brièvement de Cordoue en 1010. À partir de ce moment, on peut considérer que la Catalogne est de fait autonome. La Catalogne s'est donc bien construite, ou du moins a commencé à se construire dans la Reconquête. On pourrait dire la même chose des autres entités politiques qui ont marqué l'histoire de la péninsule, en particulier la Castille et le Portugal. La Reconquête est pratiquement achevée au milieu du XIIIe siècle, sauf pour Grenade, dont le royaume arabe connaît un sursis de 2 siècles et demi, jusqu'à la prise de Grenade en 1492. On observera qu'au milieu du XIIIe siècle, le royaume de Portugal est le seul État dont le territoire soit entièrement et définitivement constitué. C'est donc le plus vieil État-nation d'Europe, dont la frontière n'a pas bougé depuis la fin du XIIIe siècle. Cette Catalogne désormais indépendante connaît son heure de gloire du XIIe au XVe siècle, mais pas vraiment comme État indépendant puisqu'elle est associée au royaume d'Aragon. Le roi d'Aragon étant mort sans héritier en 1164, c'est le comte de Barcelone qui reçoit le titre. Les 2 États restent séparés, ils ne seront pas fusionnés, mais c'est le même souverain qui porte les 2 couronnes. Insistons bien sur un point, durant cette première étape qui va durer jusqu'en 1412, c'est le comte de Barcelone qui est devenu roi d'Aragon. Alors voyons à présent la deuxième vague de l'histoire de la Catalogne, celle qui conduit ce pays de la splendeur à l'effacement, d'une situation de rayonnement et de puissance de la Catalogne, à une situation complètement inverse, marquée au contraire par l'effacement, la subordination, la marginalisation. Alors, en gros, la période de splendeur, c'est les années 1200, 1300, 1400. Un retournement se produit dans les années 1400, qui, on verra d'ailleurs, ne concerne pas seulement l'Espagne, mais les grands équilibres mondiaux. Et ce retournement au détriment de la Catalogne se poursuit dans les années 1500, 1600, 1700, avec une date symbolique dans les années 1700, c'est le 11 septembre 1714, la chute de Barcelone, prise par une armée française alliée du roi d'Espagne, et qui marque une défaite extrêmement durable de la Catalogne. Petite remarque, la commémoration de ce jour, le 11 septembre 1714,
eh bien, c'est la fête nationale de la Catalogne, la Diada. Et lorsqu'on voit ces manifestations gigantesques en faveur de l'indépendance, eh bien, la plupart du temps, comme celle-ci, hein, elles se déroulent le jour de la Diada. Alors, voyons tout d'abord donc cette période de rayonnement de la Catalogne, années 1200, 1300, 1400, une Catalogne qui, à cette époque, donc, est associée à l'Aragon. Cette Catalogne associée à l'Aragon rayonne politiquement, économiquement et culturellement, et ceci dans trois directions. Au nord, sur le Languedoc, culturellement très proche, et où les alliés vassaux du comte de Barcelone sont nombreux. Mais en Languedoc, le comte de Barcelone n'a pas choisi le bon allié. Il protège le comte de Toulouse, qui lui-même protège les Albigeois. Et en 1213, la défaite écrasante des Albigeois face à Simon de Montfort, qui est le bras armé du roi de France, cette défaite ruine pratiquement l'influence de la Catalogne en Languedoc. Par contre, l'influence de l'Aragon-Catalogne s'étend durablement vers le sud et vers les Baléares en participant à la Reconquête. Dans cette expansion, c'est la Catalogne qui joue un rôle moteur, puisque la langue catalane s'étend aux Baléares et aux pays valenciens, où elle est toujours parlée aujourd'hui, même si c'est sous une forme un peu différente. Troisième direction de l'expansion, la Catalogne devient une véritable puissance méditerranéenne. Et on peut dire la Catalogne, puisqu'il est bien évident que dans cette aventure, c'est Barcelone qui joue le rôle déterminant et non pas Saragosse. Du XIIIe au XVe siècle, Barcelone acquiert une maîtrise suffisante des routes maritimes, possède suffisamment de territoires et de comptoirs pour devenir une thalassocratie dont la puissance est tout à fait comparable à celle de Venise ou de Gênes. Du XIIIe au XVe siècle, en grande partie grâce aux croisades, la Méditerranée est devenue un véritable lac chrétien, et dans le contrôle de ce lac chrétien, Barcelone joue un rôle essentiel. De ce rayonnement passé, on peut aujourd'hui trouver quelques traces. Par exemple, la langue catalane, qui est parlée, alors bien sûr, en Catalogne, mais également dans le Roussillon français, en Andorre. Andorre qui est le seul État aujourd'hui où la langue catalane soit langue officielle. Également plus au sud dans le pays valencien, aux Baléares, et même dans quelques communes de la côte occidentale de Sardaigne, où un dialecte catalan est encore parlé par plusieurs milliers de personnes. Et bien sûr, ce passé glorieux, il a laissé une trace à Barcelone, dont nous voyons ici un plan. Barcelone est aujourd'hui un des hauts lieux touristiques de l'Europe, tellement populaire d'ailleurs qu'il est amené à se protéger contre ce tsunami touristique qui risque de tout emporter. Mais bon, c'est très visité. Ce qui fait la beauté de Barcelone, c'est l'héritage de deux périodes fastes. Alors une très récente, hein, qui est la renaissance de la Catalogne au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, dont je reparlerai plus tard. Et nous voyons sur le plan, c'est toute la partie, je dirais, géométrique que l'on voit ici, qui recouvre la plus grande partie de la ville. Et puis la période antérieure, celle dont je parle en ce moment, c'est-à-dire le XIIIe, XIVe, XVe siècle, eh bien, elle laisse sa trace au centre de Barcelone, qui a très peu bougé, qui est entouré ici là, par un cercle blanc, et qui s'appelle aujourd'hui le quartier gothique, le Barrio Gótico. Et c'est ici donc que l'on va retrouver ces traces. Le souvenir de cette période faste de l'histoire de la Catalogne se retrouve, entre autres, au centre de Barcelone, dans la vieille ville, le quartier gothique. Ici se trouve la cathédrale, inspirée par le gothique français et construite à partir de la fin du XIIIe siècle.
L'église Santa Maria del Mar du XIVe siècle, de style plus catalan, et destinée, comme son nom l'indique, aux gens de la mer. Un peu à l'écart du centre, l'Arsenal, qui est aujourd'hui le musée maritime. Il a été construit à partir du XIIIe siècle. Ici est présentée une galère d'apparat, mais c'était des galères de combat construites ici, qui assuraient à Barcelone une place essentielle en Méditerranée. Enfin, un monument plus politique, le palais de la Généralité, construit à partir de 1410, évidemment très profondément remanié depuis, mais qui reste le symbole d'institutions très anciennes. En effet, la Catalogne est l'un des premiers pays à s'être doté d'une assemblée réunissant le roi et des représentants de la société. Ainsi, très tôt, dès le XIIIe siècle, des institutions qui semblaient davantage conduire vers une monarchie contractuelle à l'anglaise que vers la monarchie absolue à la française. Nous avons dit que la splendeur de la Catalogne, c'est la période XIIe, XVe siècle. Sur cette carte est représentée la zone d'influence de Barcelone en Méditerranée vers 1440. Mais dès le XVe siècle commence un déclin, un effacement, qui va placer la Catalogne dans une situation de subordination, le plus souvent par rapport à la Castille et parfois par rapport à la France. Alors, que s'est-il passé? Bien entendu, un tel changement n'a pas une cause, mais un ensemble de causes. Mais si l'on veut retenir une explication globale, on dira que les équilibres généraux de la Méditerranée, de l'Europe, du monde, ont profondément changé entre le milieu du XVe siècle et le début du XVIe siècle, disons de 1450 à 1520, et que ce basculement du monde ne s'est pas fait au profit de la Catalogne. Le premier basculement est dynastique. Depuis le XIIe siècle, c'est le comte de Barcelone qui est en même temps roi d'Aragon. Or, la situation va s'inverser dans le courant du XVe siècle. En 1410 meurt Martin l'Humain, le dernier comte héréditaire de Barcelone, dernier parce qu'il n'a pas de descendance. Après de laborieuses tractations entre les représentants des États d'Aragon, de Catalogne et de Valence, plus quelques interventions du pape, on choisit pour lui succéder Ferdinand de Trastamare, qui est catalan par sa mère, mais castillan par son père. S'installe donc une nouvelle dynastie, la dynastie de Trastamare, qui n'est plus vraiment catalane, mais qui est malgré tout titulaire du comté de Barcelone. La situation s'est inversée, c'est désormais le roi d'Aragon qui est comte de Barcelone. Et pour compliquer un peu plus les choses, Jean II marie son fils Ferdinand en 1469 avec Isabelle, qui est infante de Castille. Isabelle devient reine de Castille en 1474 et Ferdinand roi d'Aragon en 1479. Ils forment le fameux couple des rois catholiques qui vont unifier les deux royaumes. En 1492, achever la reconquête en reprenant Grenade et toujours en 1492, envoyer Christophe Colomb découvrir de nouvelles routes maritimes. On voit donc que le problème n'est pas seulement dynastique, mais concerne aussi les grandes évolutions géopolitiques, avec l'unification de l'Espagne, une Espagne qui va jouer un rôle très important, et sous des rois et des reines qui ne sont pas catalans. Bien sûr, la Catalogne tend à être marginalisée. Autre évolution géopolitique majeure, en 1453, la bataille de Castillon met un terme à la guerre de Cent Ans. Un terme discret, puisque aucun traité de paix n'est signé, mais de fait, le roi d'Angleterre renonce à revendiquer la couronne de France.
Angleterre et France renoncent à s'entre-déchirer et pourront donc se consacrer à d'autres projets dans les décennies et les siècles qui suivent. Ces autres projets seront, pour la France, occuper une place hégémonique sur le continent et pour l'Angleterre, occuper une place hégémonique sur la mer. Toujours en 1453 se produit un autre tournant majeur en Méditerranée. Les Turcs ottomans, présents depuis longtemps dans les Balkans et en Asie mineure, prennent Constantinople. À partir de ce moment, l'entreprise ottomane prend une dimension impériale. En 1520, l'Empire ottoman contrôle tout le Moyen-Orient et Alger. La Méditerranée n'est plus un lac chrétien. Le commerce des puissances chrétiennes que sont Venise, Gênes et Barcelone y est entravé, et cela relativise considérablement le poids et l'importance de la zone contrôlée par Barcelone en Méditerranée. Au moment où la Méditerranée perd de son importance, le centre de gravité de l'Espagne est en train de basculer vers l'intérieur et vers la façade atlantique. Tout d'abord, la Castille connaît une incontestable prospérité, avec une augmentation de la population et un équilibre qui a été trouvé entre la production de blé et l'élevage du mouton pour les exportations de laine vers l'Angleterre et vers la Flandre. D'autre part, le Portugal, puis l'Espagne ouvrent au XVe siècle les nouvelles routes maritimes de l'Atlantique. En 1488, le Portugais Barthélemy Diaz atteint le cap de Bonne-Espérance, créant ainsi la possibilité d'une liaison maritime directe avec les Indes. Liaison qui est réalisée en 1498 par Vasco de Gama. Entre-temps, en 1492, les rois catholiques ont envoyé Christophe Colomb ouvrir la route maritime de l'Ouest en direction, croit-il, des Indes. En tout cas, c'est désormais autour du contrôle de ces routes maritimes atlantiques et non plus méditerranéennes que va se jouer le sort des grandes puissances. Lisbonne et Séville sont devenus beaucoup plus importants que Barcelone. Et ceci au moment où les rois catholiques renforcent leur prestige en achevant en 1492 la reconquête chrétienne contre le royaume musulman de Grenade. Donc, au tournant du XVe, XVIe siècle, dans cette Espagne qui désormais est unifiée par le mariage en 1469 de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, une Espagne qui a achevé la reconquête en prenant Grenade en 1492, une Espagne qui a annexé la Navarre en 1512 et qui désormais est autant tournée vers l'Atlantique que vers la Méditerranée, et qui, grâce à ce rôle dans l'Atlantique, est devenu l'un des royaumes les plus prospères et les plus puissants du monde, eh bien, il est évident que dans une telle Espagne, la Catalogne ne pouvait être que marginalisée, puis subordonnée.